Comment la communication peut propulser votre entreprise vers son succès? Vous êtes entrepreneur, vous savez que la communication est incontournable pour vous démarquer, mais parce que vous êtes un expert de votre métier et pas de la communication, vous ne savez pas comment faire pour tout définir et déployer la meilleure stratégie de communication. Par où commencer? Quoi dire? Où? Quand? Comment? Et à qui? Eh bien, c'est les questions que vous vous posez et je vous propose aujourd'hui une solution avec Maxime Moire, cofondateur de l'agence de communication Buzz Native, partenaire du podcast Comment t'as fait les rencontres d'entrepreneurs. Dans cet épisode, il vous livrera les clés et les étapes pour faire de la communication le meilleur allié pour votre entreprise et vous rapprocher de votre succès entrepreneurial. Ça veut dire quoi pour toi, entreprendre ou être entrepreneur? C'est long. Et moi, je n'étais pas du tout comme ça. Mais en même temps, Pour enclencher la seconde. On est passé à 20 000, 50 000, 100 000, 200 000, 300 000. Mais comment t'as fait ça? On demande à des fondateurs de faire un tour de magie. en 30 minutes, j'ai pu convaincre quelqu'un de mettre un demi-million dans ma société. Et quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Le meilleur conseil qu'on m'ait donné, c'était de... Écoutez le podcast Comment t'as fait. Bon programme. Écoutez bien jusqu'à la fin et bienvenue Maxime. Salut Julien. Alors, on va mettre les pieds directement dans le plat. Est-ce que la communication, ça rapporte aux entreprises? Il existe une statistique dans le secteur de la communication. En France, aujourd'hui, pour 1 euro investi par une entreprise, tu génères 12,5 euros de PIB. Donc, oui, la communication, ça rapporte, sauf qu'il y a un processus à respecter et ce n'est pas non plus une formule magique. Alors, comment t'expliques que justement certains entrepreneurs ont du mal à investir ou la considèrent parfois comme la première ligne de budget à retirer? Comment ça vient d'où ça? Je pense que ça vient avant tout que quand tu es entrepreneur, tu es avant tout un expert métier. Quand tu lances une salle de sport, tu es passionné de ton métier, de ton activité, et tu n'es pas spécialement un expert du marketing ou de la com. Donc je pense que c'est avant tout une question de méconnaissance par rapport au secteur de la communication. Donc ce que tu connais pas, ce qui te fait peur, tu as tendance à le mettre de côté et à devoir le faire plus qu'avoir envie de le faire. Il y avait un grand patron d'agence de publicité à Paris qui disait la com ça doit être l'affaire du président et c'était une belle image parce que nous on le voit aussi dans nos métiers quand la gouvernance ou le président n'est pas forcément impliqué ou il croit pas forcément, c'est plus compliqué de générer des projets intéressants quoi. Oui, alors là, tu as partagé une stat intéressante, mais du coup, parfois, pour certains, c'est difficile d'arriver à mesurer aussi l'impact de la communication. Voilà. Comment toi, tu vois ça? Par rapport au fait de mesurer du coup l'impact, en fait, tu as aujourd'hui pas mal de critères qui te permettent de mesurer l'impact de ta communication, notamment au digital. Pour la communication globale, ce qui nous, en tout cas, nous intéresse, on va pouvoir faire des études, on va pouvoir mesurer post-campagne, finalement, quelle est la progression en termes d'image, quelle est la progression en termes de notoriété. Donc ça implique d'avoir une mesure à un instant T et du coup de mesurer après ta prise de parole. Il y a beaucoup en fait de possibilités qui existent. Ça coûte un budget, ça se prévoit du coup en amont dans les plans de communication et c'est souvent ça qui est mis de côté et qui crée des communications opportunistes qui sont un vrai sujet chez nos clients. Oui, et puis finalement, la mesure, c'est comme tout, à partir du moment où tu as un objectif, c'est tu mesures une avancée. Et donc là, quand tu commences une communication, savoir d'où tu pars pour où est-ce que tu vas et est-ce que tu as eu des retours. Tu as dit le mot budget. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu constates, toi, ou quel budget il faut investir en communication? C'est une vraie question que les entrepreneurs se posent. Si on prend l'exemple d'entreprises comme des PME, tu as des budgets qui devraient varier entre 5% et jusqu'à même 20% de ton chiffre d'affaires. Ça va dépendre de pas mal de critères. Est-ce que tu es en B2B ou en B2C? Tu as plutôt tendance à investir moins quand tu es en B2B et beaucoup plus en B2C, parce que la com est hyper stratégique dans le déploiement de ta marque. Nous, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que c'est rarement des critères qui sont respectés par les clients qui tapent à notre porte. C'est-à-dire que tu as des personnes qui font des actions, qui mettent en place pas mal de choses, mais sans forcément monitorer ou avoir cette stat à l'esprit. Ce qui fait que du coup, l'affect et on va dire le one-shot rentre en ligne de compte assez régulièrement et on se retrouve finalement avec des analyses d'une action à un instant T isolée et qu'elle soit positive, soit négative. Et moi, ce que j'observe, c'est que c'est un écueil dans les deux sens parce que tu as la chance que ton action fonctionne bien. Mettons que tu mets un budget que tu dégages, ça cartonne, mais tu ne sais pas pourquoi. C'est aussi embêtant que ça ne marche pas, mais tu ne sais pas pourquoi. C'est-à-dire que du coup, tu vas penser que, je ne sais pas, le Facebook est un super levier pour toi à un instant T, sauf que Facebook c'est tellement fluctuant que ça se trouve, un mois après, tu refais ta campagne, c'est un flop et tu ne sais pas pourquoi. Donc, tu catalogues assez vite finalement les canaux de communication comme ça, quoi. Qui dit entreprendre, dit faire grandir son entreprise. Si vous regardez cet épisode aujourd'hui, c'est que vous aussi vous avez ce besoin. Savoir quoi dire, où, quand, comment et à qui
pour développer la notoriété de votre entreprise et gagner des parts de marché. Mon agence de communication BuzzNative, l'agence calée et décalée, est à votre disposition pour vous aider à répondre à ces questions et à définir, structurer et développer votre communication. On a une équipe au top. Rendez-vous sur www.buzznative.com et découvrez nos réalisations et les résultats obtenus pour nos clients. On leur fait faire x2 en chiffre d'affaires grâce au SEO, on leur fait gagner des points de notoriété et d'image. Bref, allez voir par vous-même. Ouais, donc il y a vraiment cette notion de monitorer pour savoir quels sont les impacts en fait, de chaque action de communication. Ouais, tout à fait. C'est un vrai sujet ça, parce qu'effectivement, c'est une réflexion qu'ont les entrepreneurs, c'est de dire si je mets 1 ici, qu'est-ce que ça me rapporte? Et donc, tu as partagé ça il y a quelques minutes. Comment aujourd'hui, quelles sont les questions que les gens se posent quand ils viennent te contacter justement pour les accompagner dans leur communication? C'est quoi les problèmes qu'ils rencontrent? Alors, la question la plus récurrente, c'est on veut savoir si ce qu'on fait, c'est bien. C'est-à-dire que tu as, de manière générale, un service marketing ou communication qui est en place et ils ont des actions, ils mettent en place du social media, ils mettent en place des campagnes de publicité sur la radio, la télé, peu importe. Et leur principale question, c'est on veut savoir si ce qu'on a mis en place comme stratégie, c'est bien. Donc il y a quand même ce besoin, on va dire, de valider avec un partenaire, est-ce que du coup on a toutes les notions qui nous permettent de dire est-ce que notre com elle est efficace, pertinente. Et le deuxième point qui est quand même quelque chose qui est pas négligeable, c'est on a envie de communiquer, on a envie de déployer notre marque, mais on ne sait pas quoi dire. Et on ne sait pas comment le dire. J'ai l'exemple d'un de mes clients, je me souviendrai toujours, on travaille sur son rebranding, donc comment dire, redévelopper, on va dire, l'identité de la marque. Et je lui pose la question, je dis, écoute, comment tu communiques sur tes produits et sur ta marque, pardon. Et du coup, il me dit, bah, écoute, voilà, mes produits, c'est meilleure qualité-prix, rapport qualité-prix, pardon, spec-tech, etc., etc. Et je lui dis, du coup, si demain, tu as un acteur sur le marché qui est meilleur que toi, qui est plus performant, tu communiques sur quoi? Et là, c'était le vide et c'était le début de notre collaboration parce que c'est à partir de là qu'on a commencé à travailler ensemble sur les aspérités de sa marque, qu'est-ce qui la rendait unique et différente. Et c'est ça aussi qui crée une valeur qui est une valeur intangible et non mesurable dans un premier temps. Mais si tu investis 15, 20, 30 000 euros dans une campagne, c'est quand même plus intéressant de pouvoir le faire avec le message de ta marque plutôt que simplement répéter ce que disent les autres, quoi. Oui, et puis là, dans ce que tu disais, il y a les attributs produits, des éléments donc très tangibles de comparaison avec la concurrence, et puis tout l'intangible qui finalement va aussi embarquer des clients dans l'histoire et dans la marque. Qu'est-ce qu'elle évoque avec sa vision, sa mission, son ambition. Voilà, c'est des choses toi, que tu travailles. Ah, tout à fait. Tout à fait, et ça c'est un support qu'on appelle la plateforme de marque, on y reviendra juste après. Et en fait, tout cet intangible et on parle beaucoup de storytelling et d'histoire. Si je fais un focus sur les plus jeunes générations, on n'est plus dans une époque de la surconsommation. Au contraire, on est plus à se demander finalement quel est l'impact de notre communication. Donc, toutes ces générations de nouveaux publics vont d'abord se demander finalement quelle est l'equity de la marque, comment elle se présente, d'où elle vient, avant de uniquement penser à des critères assez basiques que sont le prix, la super promo. Donc c'est encore vrai dans certains secteurs, grande distribution ou autres, où tu es plutôt sur des logiques de volume, mais sur des marques naissantes qui veulent vraiment travailler leur image, c'est important vraiment d'avoir cet esprit-là, peut-être encore plus aujourd'hui qu'à une certaine époque. Oui, on n'est plus dans la publicité comme on l'a connue dans le temps, avec les superlatifs, à tout va, voilà, ça a évolué, ça. C'est ça, c'est ça. Très bien, donc ça, c'est des questions qui se posent quand ils viennent te voir. Aujourd'hui, c'est effectivement des entrepreneurs qui viennent à BuzzNative, à toi, ou c'est l'inverse? On va avoir deux façons en fait de rentrer en relation avec les clients. La première, c'est le côté plutôt bouche à oreille. Donc BuzzNative, ça reste quand même l'agence qui est née de la génération Buzz, Buzz étant le bouche à oreille. Et en fait, les travaux qu'on peut publier et les réalisations qu'on peut publier, et du coup le bouche à oreille, génère justement le bon plan de va voir cette agence, ça s'est bien passé avec eux, on a des bons résultats, on est satisfait. Et ils nous contactent de cette manière-là. On est, nous, en tout cas, encore à notre niveau dans un métier qui est très porté sur l'image, du coup, notre image. Et après, du coup, on a plutôt une dimension
prospection, si je puis l'appeler comme ça, où on va nous identifier de manière assez concrète quelles sont les marques qu'on est capable d'accompagner efficacement et on va aller se présenter à eux sur prospection classique ou via LinkedIn ou dans des réseaux. Alors, admettons maintenant, je me mets dans la peau justement des auditeurs du podcast. Je suis entrepreneur, je ne suis pas un expert de la com, mais je suis un expert de mon métier. Je suis convaincu que la communication, ça va me permettre de booster mon entreprise, mais j'ai aucune idée de comment faire. Qu'est-ce que tu conseilles et quelles sont les étapes pour bien structurer sa communication? Alors, nous, on propose un parcours en 3 étapes aux annonceurs et aux entreprises qui viennent nous voir. La première étape, du coup, c'est de travailler déjà sur un audit. Un audit, c'est disposer d'un point d'étape qui permettent à l'annonceur d'avoir une photo claire de où il en est de sa communication à l'instant T. Alors, où il en est de sa communication, mais également où il en est de son image et de sa notoriété. Et puis la fameuse question que tu disais tout à l'heure, est-ce que ce que j'ai fait, c'est bien? Exactement. Mais ça serait réducteur de penser que on va juste regarder la marque. Si on regarde que la marque et ce qui est fait comme action, ça reste quelque chose de très auto-centré. Nous, ce qu'on propose en fait, c'est un regard croisé entre trois dimensions de la marque. Donc la première, tout ce qui va tourner autour de ses prospects, ses clients et ça peut être aussi ses partenaires, on va dire. Le deuxième point qu'on va regarder, c'est toute la dimension plutôt interne, des entretiens avec des collaborateurs, avec le CODIR ou les équipes dirigeantes. Et le troisième point, c'est qu'on va travailler justement avec nous, notre expertise de 15 années, sur que veut dire votre communication actuelle. Et donc en fait, si tu veux, ce triptyque, ce qui est très intéressant, c'est que au centre de tout ça, on va identifier des différences de perception, d'accord, entre l'interne, comment je vois ma marque, moi en interne, entre comment le directeur, enfin la direction voit sa marque, comment les collaborateurs voient la marque dans laquelle ils travaillent. Il y a un gap. Pareil avec les clients, et entre un client et un prospect, l'image renvoyée est souvent quand même assez différente. Donc en fait, si tu veux, les écarts qu'on va mesurer dans tout ça vont être pour nous des axes de travail qui vont nous permettre de travailler des points dans la communication. Et quand on est face à un client, quand on livre des audits, là où c'est hyper opérationnel, c'est que déjà, ça ne vient pas que de nous, parce que nous, on a notre avis, mais ça reste quelque chose d'empirique avec notre expérience. Et donc, une fois qu'on croise toutes ces données-là, on a quelque chose de concret, on a de la donnée, on a des stats, on fait des enquêtes quantitatives sur est-ce que vous connaissez cette marque, est-ce que vous connaissez sa concurrence, on travaille sur des positionnements justement dans des graphes pour leur montrer un peu finalement en termes d'image. Vous véhiculez en interne une image premium, aujourd'hui, votre identité de marque n'est pas premium, elle est plutôt vieillissante. Par contre, vos produits, eux, ont cette image plutôt premium. Et c'est souvent assez riche, les livrables des audits. Et moi, j'ai tendance à dire que la vraie mission commence au moment où on livre l'audit, parce que c'est à ce moment-là qu'on est sur une sorte de pied d'égalité avec le client, où on a vraiment pu échanger sur voilà ce que pensent vraiment vos clients, vos prospects, en tout cas ce que perçoivent vos clients, vos prospects de votre marque. Et voilà ce que vous aussi en interne, vous avez. Mais ça, pourtant, ils pourraient le faire par eux-mêmes, d'aller essayer de chercher ces infos. Quel est l'avantage de passer justement par une agence? C'est d'éviter les biais. Alors, je mets de côté la dimension expérience de la communication, mais c'est d'éviter les biais parce que nous, chez BuzzNative, on a, tu le sais, on n'est pas affilié à un secteur. C'est-à-dire que on va travailler avec des marques, que ce soit moi, je travaille avec le transport, je travaille avec des marques de la food, Le sport, tu disais. le sport, ouais, effectivement. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que le point commun de toutes ces marques, c'est qu'en fait, elles ont des clients, et ces clients, c'est toujours les mêmes. C'est la même personne qui va prendre le métro que celle qui va aller à la salle de sport, que celle qui finalement va consommer ton pain ou autre. Donc ça reste des gens qui ont tous les mêmes attentes vis-à-vis des marques, on va dire. Et donc nous, en fait, on apporte de l'objectivité. On a d'ailleurs appelé, on va dire, notre parcours la marque objective, parce qu'on va chercher vraiment à avoir le plus d'objectivité possible dans la définition de l'identité de la marque. J'ajouterais juste une petite notion, une petite nuance. Il y a une différence entre B2B et B2C à ce niveau-là. En général, en B2C, on est vraiment sur quelque chose qui est... l'étude externe apporte vraiment quelque chose de très, très, très éclairant. Sur du B2B, c'est plus particulier parce que on est par exemple par rapport à des marques qui connaissent très bien leur activité, ils ont des relations souvent de proximité avec leurs clients et c'est quand même souvent assez dogmatique, il y a déjà des idées préconçues qui sont assez fortes
et qui se révèlent souvent être assez vraies. Donc on travaille un peu différemment sur cette notion de B2B. D'accord, donc première étape, cet audit. Qu'est-ce qui vient après? Alors deuxième étape, une fois qu'on a identifié les points de travail, on va bosser sur le rebranding de la marque tout simplement. Alors petite anecdote qui est assez drôle, un client qui était venu nous consulter en nous disant bah voilà, j'ai mis en place une stratégie sur les réseaux sociaux. Ce qui m'intéresse, ce sont les réseaux sociaux. Je veux rajeunir ma marque, donc bah, aidez-moi à savoir si ce que je fais c'est bien. Bon, on passe dans le parcours d'audit. Et le résultat de l'audit, il révèle quoi? Il révèle qu'en fait, la stratégie de présence sur les réseaux sociaux est plutôt pertinente. Chaque canal qui est adressé l'est fait pour les bonnes raisons, avec un objectif clair. Sauf qu'en fait, en termes de discours, la marque parle de ses produits, de ses produits, de ses produits. Elle parle ni de son histoire, ni de ce qui la rend unique, ni de comment elle vit, on va dire, en interne. Et de pourquoi elle fait ça? De pourquoi elle fait ça, exactement, du sens de la marque. Et surtout, en termes d'identité visuelle, on avait une marque qui était extrêmement vieillissante. Les boss étaient des ingénieurs. C'était pas leur préoccupation. Et leur remarque, c'était, c'est pas idéal, mais ça passe. Sauf qu'en fait, quand tu rentres dans une démarche de vouloir rajeunir l'image de ta marque, au lieu de te dire, je vais aller sur TikTok, pose-toi déjà la question, est-ce que ma marque utilise des codes qui vont parler à ces plus jeunes, et surtout, comment est-ce qu'elle est perçue aujourd'hui? Donc tu vois, super marrant parce que de quelque chose qui était faut qu'on aille sur tel réseau social, on est venu à attends, on va déjà commencer par redéfinir un peu quelle est l'identité de ta marque, et c'est ce travail de rebranding qu'on opère. Ça, pour le vivre avec toi aussi sur BuzzNative, c'est vrai que souvent la demande entrante, c'est tiens, on voudrait aller sur tel ou tel canal ou tel support. Ouais. Mais avant ça, la question, c'est ok, mais pour dire quoi, à qui? Tout à fait. Et là, c'est ce que tu viens de résumer. Mais ça, tu vois, si je puis me permettre, c'est une réflexion de communicant. Moi, quand je suis marque ou même quand je suis dans l'équipe marketing, avoir déjà cette prise de recul, ce petit pas de côté de te dire attends, vraiment à qui je vais m'adresser, de quelle manière et qu'est-ce que je vais lui dire, c'est déjà un premier effort qui est hyper intéressant. De manière générale, nos clients ils ont plutôt tendance à aller vers ce qui les sécurise, ce qu'ils connaissent, et c'est pour ça que souvent les demandes qu'on a, c'est je veux aller sur une campagne sur TikTok, je veux travailler avec un influenceur, je veux une campagne télé, etc. C'est le point d'entrée. Exactement, mais ça rassure. Donc nous, on a beaucoup fait évoluer notre discours, si tu veux, commercial par rapport à ça, et plutôt que d'avoir une posture de attendez, je vous explique, vous n'avez pas compris, on essaie de comprendre pourquoi est-ce qu'ils ont cette envie d'aller vers tel et tel support, et on essaie de traduire avec eux le problème qu'il y a derrière, comme tu disais, et en fait finalement que c'est un besoin de communiquer pour leur entreprise. Ok, très clair. L'étape d'après? L'étape d'après, alors juste, je refais une petite loupe sur la partie Vas-y. sur la partie branding. Quelque chose qui est important en fait quand on travaille en branding, c'est qu'il y a un support central qui est la plateforme de marque. Et la plateforme de marque, du coup, c'est vraiment ce document qu'on va nous écrire et formaliser, qui va présenter la marque, qui va lui permettre d'identifier quel est le profil type de ses clients et savoir exactement ce qu'elle va pouvoir dire comme message. Ça vient en fait vérifier finalement la légitimité de la marque, on va dire, à s'adresser à ses consommateurs, la façon de le faire, en tenant compte aussi de la concurrence. Et donc ce document central qu'on appelle la plateforme de marque, qui est commun à tout type d'agence, c'est pas que nous, chacun a ses approches et ses méthodologies propres, mais au fond c'est toujours la même chose, c'est comme tu disais, quelle est la raison d'être de la marque et comment est-ce qu'elle va pouvoir communiquer sa promesse à ses clients. Donc ça, c'est déjà un travail de fond à faire par les équipes des clients, Tout à fait. la direction, d'arriver à poser ça pour être aligné en interne et après pouvoir exprimer ce message-là en externe. Oui, tout à fait. Bon, concrètement, nous, on travaille sur des workshops, sur des enquêtes, et après, on va faire plutôt des réunions de travail avec les clients pour poser des inputs par rapport à ce qu'on a vu justement dans l'audit, leur proposer des choses. C'est là aussi on teste des claims, des slogans pour la marque, parce que l'objectif en fait de la plateforme de marque, c'est de sortir avec quelques axes clés de communication et des messages qui vont avec. Pour être très opérationnel, si on s'adresse plutôt aux PME, l'idée de la plateforme de marque, il faut qu'elle soit derrière exploitable. C'est-à-dire que derrière, si tu n'as pas un message clé qui va véhiculer l'identité de ta marque, faut que tu refasses appel à un rédacteur qui va te le rédiger, et c'est pas forcément très, très efficace, quoi. Oui, tu t'es pas juste fait plaisir à faire ce document, le poser sur le bureau ou dans un tiroir. C'est ça, exactement. Ok.
Très bien, donc ça c'était l'étape 2 sur la partie rebranding. Tu avais d'autres choses à partager sur cette étape-là? Peut-être les raisons qui peuvent pousser une marque aussi à opérer un rebranding. Ouais. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que tu as plein de raisons, de bonnes raisons pour lesquelles la marque peut travailler son rebranding. Et souvent, un client vient nous voir en nous disant j'aime plus trop mon logo, il est plus forcément à jour, j'ai envie de changer. Donc ça, c'est le côté plutôt émotionnel et, Et qu'est-ce que ça traduit, c'est ça? et ouais, spontané, on va dire. Mais en règle générale, tu peux changer d'identité. Enfin, il est pertinent de changer d'identité quand tu as une évolution de ton marché. Je ne sais pas si tu as l'exemple des marques de voitures. Tu as une marque de voiture qui change de logo. Bizarrement, dans les 3 semaines qui suivent, tu as 3, 4, 5 concurrents qui suivent. Donc, tu as eu les Renault, les Peugeot qui ont fait ça. C'est très vrai dans le luxe aussi, où tu as des codes. Je crois qu'en ce moment, tu es dans des codes, c'est pas notre spécialité, mais très épurés, noir, blanc. Donc, ils ont tous suivi On ça. réduit toutes les fioritures. Exactement, c'est ça. Et donc en fait, tu peux en fait symboliser le changement de l'identité de ta marque avec un temps fort de l'entreprise. Et ça, c'est souvent quelque chose qui est pas forcément associé par nos clients. Donc nous, notre job, c'est de leur rappeler que la communication, elle doit vraiment être complètement alignée avec les décisions aussi stratégiques de l'entreprise. Tu changes de gouvernance, je sais pas, tu pars dans un plan hyper ambitieux, tu vas sur un marché où tu te diversifies, tu as quelque chose d'hyper innovant à proposer. Bah là, si tu restes sur exactement le même type de communication, donc la même image que ce que tu fais depuis des années, tu vas pas l'incarner. Hmm. Et donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est important, c'est que on a vraiment appris avec le temps à pas sauter sur l'occasion de faire du rebranding ou de changer un logo. On apprend à discuter avec nos clients sur, OK, pourquoi tu veux le faire? Il se passe quoi sur ton marché? Il se passe quoi dans ta gouvernance? C'est pareil, hein, quand tu bosses avec des boîtes qui ont des codires et un président qui prend un nouveau mandat, ça peut être aussi une volonté de sa part de se dire, voilà, moi je veux pendant quelques années apporter une nouvelle vision. C'est souvent le cas. Bah, cette vision, elle doit aussi coïncider, elle peut, pas toujours, mais elle peut coïncider avec un nouveau branding, quoi. Hmm. Ok, alors on a parlé justement de rebranding, mais avant de passer à l'étape 3, pour ceux qui veulent juste déjà faire le branding, c'est-à-dire la première fois les créateurs, comment ça se passe? Et ben, c'est le même système. En fait, on passe justement par le travail de la plateforme de marque. On va identifier quelle est la raison d'être, quelle est la promesse que la marque apporte au marché. On va vraiment. Alors là, en général, quand on est avec des fondateurs, on a un cercle plutôt intimiste parce qu'on n'a pas de comité de direction. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on va plutôt chercher finalement les motivations de la création et qu'est-ce qui fait que, par exemple, telle personne a quitté son salariat pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, quelque chose qui est un peu plus de l'ordre de la genèse, on va dire, du projet. Enfin, on l'a en direct, quoi, parce qu'on a le fondateur en face de nous, la fondatrice. C'est quelque chose qui est assez fort. Mais le processus reste le même. On travaille sur la plateforme de marque. On travaille sur ce qu'on appelle des verticales de communication, donc des messages de communication. Et puis après, on part sur la partie médiatisation. Alors justement, médiatisation, c'est l'étape 3, il me semble. Absolument. Troisième étape, parce qu'en fait, si tu ouvres une boutique magnifique au fin fond d'une venelle ou d'une impasse, que personne passe devant, elle sera sublime, tu seras meilleur de ton marché, mais tu vendras rien à personne. Donc troisième étape, médiatisation. Donc là, assez simplement, on va accompagner nos clients dans la définition de leur plan de communication, de leur plan média. Comme je te le disais tout à l'heure, un canal de communication correspond à un objectif. Donc, est-ce que tu veux travailler ta notoriété, ton image, ton acquisition client? Ça, c'est quelque chose qu'il faut définir dès le lancement du plan de com ou du plan média. Et il faut s'y tenir aussi dans ses choix. C'est-à-dire qu'en fait, plus tu élargis, on va dire, les objectifs, plus tu vas diluer finalement l'efficacité de ta campagne. Et c'est pareil pour les budgets, hein, c'est le même système. Donc, je commence par définir mes objectifs. Je définis avec précision quelles sont les cibles que je vais vouloir adresser. Donc, tu as souvent cibles prioritaires, secondaires. Donc, nous, là, nos clients, on les accompagne sur comment est-ce qu'on investit du budget, la majeure partie du budget sur le prioritaire. Comment notre cible secondaire, finalement, ça pourrait être une cible qui, par rebond, pourrait être touchée par la campagne, mais ça ne sera pas un KPI, enfin un facteur clé de succès à part entière, tu vois. Ça, c'est quelque chose qui est assez important. Et ensuite, du coup, qu'est-ce qu'on va leur dire? On va peut-être s'adresser différemment à telle catégorie de cible et à telle catégorie, telle autre catégorie de cible. On va peut-être utiliser un ton spécifique par rapport à cette communication.
Là, dernièrement, tu vois, j'ai un client qui lance un nouveau produit. On essaie de travailler sur quelque chose qui est propre à l'identité de ce nouveau produit, qui change par rapport à la marque qu'ils ont l'habitude de développer, leur gamme classique de produits. Donc voilà pour cette partie-là. Et puis dernière étape, le budget. J'ai choisi le digital, la télé, je sais pourquoi, je sais ce que je peux en attendre en termes de retour sur investissement. Quel est le budget que je vais investir? Et là, on est vraiment au rôle de conseil sur, OK, tu veux travailler au national par exemple, ou alors plutôt en région. Il va falloir être dimensionné à peu près dans tel ordre de prix si tu veux toucher X nombre de personnes. Donc là, peu importe les plateformes qu'on utilise, nous on est toujours sur du prévisionnel. On va dire à un client, tu mets 1000 euros, avec ces 1000 euros, tu vas pouvoir toucher X nombre de personnes avec telle répétition. La répétition, c'est une notion qui est essentielle en communication parce que effectivement, c'est la répétition qui intègre le message de la marque. Et si tu es en dessous des 3-4 répétitions, considère que le message n'est pas forcément efficacement assimilé. Oui, parce qu'entre le moment où tu diffuses le message, le moment où il est vu, Ouais. interprété, intégré et où la personne passe à l'action, il peut se passer des mois, quoi. Il peut se passer des mois. Et puis surtout, quand on s'est lancé il y a presque 15 ans, je me souviens qu'on avait un argumentaire client qui était de dire vous êtes soumis à 3000 sollicitations publicitaires chaque jour. Ce qui a augmenté d'ailleurs. J'ai pas la stat, je sais pas si tu l'as. Moi, je pense qu'on est au moins au double aujourd'hui. Ouais, peut-être entre 7 et 10 000. Ouais. C'est assez colossal. Et puis encore une fois, aujourd'hui, tu es en 2025. La vraie bataille, entre guillemets, même si je n'aime pas ce champ lexical de la guerre, mais la vraie bataille des entreprises et des marques, c'est pas tant de gagner des clients, c'est d'avoir l'attention des personnes. Et cette attention, elle est par les médias, elle est prise par tout type d'interaction que tu peux avoir avec les réseaux sociaux. Quand tu sais que chaque personne est un média s'il se met à publier, ça devient assez vertigineux. Et dans tout ça, se pose vraiment la question de, au fond, la marque, qu'est-ce qu'elle va apporter? En fait, quelle place elle va avoir dans tout ça? Et c'est là que nous, finalement, on essaie vraiment de travailler sur la personnalité avec la plateforme de marque de la marque pour qu'elle puisse émerger, se faire une place et apporter quelque chose de positif aux personnes, quoi. Ça t'est arrivé de constater, alors autant chez les grands annonceurs, donc il y a des équipes marketing, communication qui sont sensibilisées, expérimentées, donc qui ont compris cette partie médiatisation et qui voient l'impact. Autant il y a aussi, moi j'en rencontre au quotidien, des entrepreneurs qui se disent mais non, mais en fait, si mon produit il est bon ou mon service est bon, ça va se savoir, le bouche à oreille va suffire. Et donc, pour moi, investir, c'est pas un problème d'investir de l'argent, mais c'est de dire non, j'ai pas spécialement à mettre du budget puisque ça va se répandre tout seul. Ils se limitent eux-mêmes. T'as déjà rencontré ça ou pas? J'ai déjà rencontré ça. J'ai déjà rencontré des personnes justement qui souhaitaient pas forcément investir en communication, mais la plupart du temps, c'est des personnes qui activaient déjà un réseau existant, alors souvent B2B, et finalement, ces personnes-là ont raison dans le sens où c'est le bouche-oreille qui est la meilleure publicité, et c'est vrai. Et notre job, du coup, c'est pour ça qu'on s'est appelé aussi Buzz Native, c'est pas tant d'acheter le plus de visibilité de médias possible. Notre job à nous, c'est de favoriser, d'alimenter le bouche-à-oreille. En fait, on sera beaucoup plus efficace si tu réussis à convaincre un consommateur, en faire vraiment un ambassadeur, même si c'est un mot un peu bullshit aujourd'hui, mais en tout cas, quelqu'un qui croit en la marque et qui l'apprécie, qu'il en parle à son pote, qu'il en parle à sa famille, et qui leur propose du coup de devenir aussi client. Et donc en fait, ça, c'est vraiment le levier qui est là depuis la nuit des temps le plus efficace. Le plus compliqué maintenant, c'est de pouvoir justement diffuser à ses premiers adeptes de la marque. Donc oui, on a déjà rencontré des personnes qui souhaitaient pas communiquer. Après, tout dépend quel est leur secteur, et ce qu'ils ont à proposer. C'est-à-dire que je crois que c'était Nespresso qui avait justement une stratégie marketing assez spécifique, qui n'avait jamais vraiment fait de communication pendant pas mal d'années, mais ils avaient une stratégie hyper pointue dans la distribution, ils avaient des relais. Après ils ont fait des communications avec des petites têtes d'affiche clownées du jardin, c'est pas non plus des des personnes inconnues. Donc en vérité, tu communiques toujours, quoi qu'il arrive, même si c'est par l'intermédiaire d'un fondateur qui va aller présenter dans des réseaux d'entrepreneurs ou dans des corner shops, des choses comme ça, son produit ou ce qu'il a à proposer. Tu communiques toujours, quoi qu'il arrive.
Après, c'est combien tu as envie d'investir. Et là, tu vois, je te prends l'exemple d'un client ingénieur qui est très fort par rapport au développement de son produit, mais qui est incapable de le vendre, incapable. Un client qui était ancien directeur marketing, qui a son outil de production, mais qui est très à l'aise sur où est-ce que je vais aller chercher mes publics, où est-ce que je vais me faire connaître, bah, nos prestations, elles sont complètement différentes. C'est-à-dire que le premier qui est ingénieur, on va travailler sur les messages, toute la dimension accompagnement sur quel canal choisir. Avec l'autre, on va beaucoup plus dans un travail de créativité. On va essayer de l'aider à créer la campagne la plus impactante possible. Et on fait aussi on apporte, comment dire, notre outil de production en termes d'agence, quoi. Tu sais, ce que, pour reprendre le côté ingénieur, mon propos ici, il est certains entrepreneurs que je rencontre peuvent se mettre eux-mêmes la barrière de dire si je paye pour avoir de la visibilité, quelque part, c'est pas noble, honorable ou autre, c'est que j'ai dû, tu vois, faire ça. Et pour autant, la réalité des entrepreneurs aujourd'hui, c'est que faire connaître à son premier cercle de relations son offre ou son produit, c'est assez simple. Comme tu dis, on rencontre des gens, on en parle. Aller toucher le deuxième cercle, qui est le bouche à oreille et la mise en relation, C'est déjà, déjà ça veut dire compliqué. qu'il faut avoir prouvé que ça marche bien. Et aller toucher le troisième cercle, là, hormis de la médiatisation, en tout cas, aller faire des actions de communication spécifiques, tu ne peux pas les atteindre si tu mets rien en place. Tu peux pas les atteindre. Et puis de toute façon, c'est techniquement pas possible. Après, tu as des marques elles se comptent sous les doigts d'une main, qui sont tellement fortes d'un point de vue storytelling, qu'en termes d'investissement média, ils ont pas moins besoin, mais ils réussissent quand même à émerger sans avoir la force des très grosses marques qu'on peut avoir. D'ailleurs, c'est aussi une des raisons pourquoi McDo, Apple, pour ne citer que, continuent de communiquer, alors qu'on pourrait se dire, maintenant, ils sont dans tous les inconscients, enfin, tout le monde connaît. Tout le monde connaît, mais c'est de la euh, présence à l'esprit. Et puis en fait, tu cherches à créer le réflexe. C'est-à-dire qu'en fait, tu as différentes étapes. Tu as une étape où tu cherches à te faire connaître. McDo n'a pas besoin de se faire connaître. Par contre, McDo a besoin de travailler sa préférence par rapport à un Burger King. Donc en fait, aujourd'hui, moi je te dis, oui, je connais McDo, mais ce que j'en connaissais il y a un mois, ou peut-être un an, est-ce que c'est la réalité de ce qu'ils proposent aujourd'hui? Bon, moi perso, je ne suis pas client d'un McDo ou ni même d'un Burger King, mais tu vois, spontanément, je suis plus en affinité avec l'identité créative et décalée d'un Burger King, alors que ça se trouve, les produits McDo me correspondent mieux. Mais comme quoi, tu vois, la force de la personnalité et du feeling, on va dire, que tu peux avoir à telle ou telle marque, elle est importante. Et quand tu parles de secteurs comme l'automobile, c'est comment dire, la puissance de recommandation, même pas de recommandation, l'impact que va avoir du coup l'image et le statut que tu vas revêtir quand tu prends telle ou telle voiture, elle est énorme, elle est colossale. Donc oui, c'est pour ça que tu as toujours des publicités de voitures où tu vois, tu l'as vu 100 000 fois cette publicité, une belle voiture qui roule sur des grandes routes, la voiture elle est bien mise en évidence, il y a une famille qui est très heureuse, ouais, ça on la connaît très bien. On la connaît. Je suis obligé de te poser la question. L'agence Calais et Décalé BuzzNative est sponsor de Comment t'as fait. Et donc, j'ai une question pour toi. Quel est le moment le plus décalé que tu as pu rencontrer en 15 ans chez BuzzNative, soit interne, avec des clients ou sur une campagne? Voilà. Qu'est-ce qui t'a marqué l'esprit? Alors ça, c'est drôle parce que je t'ai pas préparé. Alors, un moment factuellement décalé, c'est un rendez-vous qu'on avait fixé avec un client où voilà, on allait chez eux au siège faire le rendez-vous. Et puis au moment d'arriver avec Laurette, ma collègue, donc on arrive au desk d'accueil, on dit voilà, on a un rendez-vous avec telle personne. La personne nous dit bah, écoutez, elle répond pas, patientez, donc on attend 2-3 minutes, 5 minutes, et puis dit écoutez, elle répond vraiment pas, je vais voir son bureau. Et la personne n'était pas là. Donc là, on s'est dit, bon, bah, on s'est pris un lapin, c'est emmerdant, quoi. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le client m'appelle et elle me dit, du coup, je suis devant chez toi. Et je lui dis, t'es devant chez moi, c'est-à-dire elle me dit, je suis devant chez toi pour notre réu. Et donc, gros couac d'agenda et de positionnement. Chacun est chez l'autre, alors que... Chacun voilà. chez l'autre. Donc, en fait, c'était un rendez-vous qu'on n'a pas pu décaler, mais on a été obligé de le faire en visio, chacun dans le bureau de l'un et de l'autre. Donc, c'était un peu grotesque, on va dire, mais bon, ça détend un petit peu. C'était un rendez-vous en plus assez important, donc on voulait pas se louper. On se dit, voilà, on est arrivé en plus un petit peu d'avance, et puis voilà. C'est un des exemples. Après, j'ai d'autres exemples qui sont peut-être un peu trop croustillants pour le podcast.
Bon, un grand merci Max pour ces partages. Merci à toi. Énormément de valeur pour les auditeurs de comment tu as fait. Un plaisir aussi d'accueillir mon associé depuis 15 ans sur mon podcast. Alors je vous l'avais annoncé, cet épisode est une pépite pour vous qui entreprenez, qui êtes convaincus que votre entreprise elle doit communiquer, mais vous ne savez pas comment faire ou par où commencer. Eh bien, si vous avez besoin d'experts, eh bien, contactez BuzzNative. Donc rendez-vous sur buzznative.com, BU2ZNATIVE.com pour découvrir toutes les réalisations de l'agence. Et puis, voilà, Maxime et son équipe vous accueilleront comme il se doit. Qu'est-ce que tu peux peut-être offrir en exclu pour les auditeurs de comment tu as fait? Est-ce que tu as quelque chose en stock? Alors nous, on fait pas de code promo parce qu'on n'est pas e-commerçant. Par contre, ce qu'on peut proposer, c'est toutes les personnes qui viennent nous voir avec peut-être un code ou un message que tu aurais En disant généré. comment tu as fait? Comment tu as fait au pif, hein. On peut leur proposer justement 30 minutes d'échange, un peu en mode audit rapide sur les questions qui se posent aujourd'hui au niveau de leur marque, profiter un peu de l'expérience qu'on a pu vivre avec d'autres clients, et puis ça peut ouvrir les chakras et les amener à vouloir mettre en place une stratégie. Avec BuzzNative, ça sera encore mieux, mais avec grand plaisir. Merci Max. Merci à à très toi. vite avec vous pour de nouveaux épisodes et vous permettre de rencontrer votre succès entrepreneurial. Bye. Ciao.